راديو سوريالي. راديو غنوية. كوت كوت إنه شط إنه شطين كوت كوت أو على شطنا كولتور أو بحرنا كوت كوت. Méditerranée. جنب لجنب. On va finir par se comprendre. مرحبا. Partagez. Côte à côte. Côte à côte. Salut alaikum. ضفدع. Radio Grenouille. Bonjour à toutes et tous et bienvenue. Nouveau voyage sur les ondes méditerranéennes de Radio Grenouille et de Radio Souriali, côte à côte. De Marseille à Damas, en cabotant partout où nos micros veulent se poser et les voix se partager. Comment faire en sorte que sous les bombes, dans la guerre, la vie continue? Le mois dernier, Côte à Côte s'était déjà intéressé à ces questions du côté de l'exil. Ce soir et pendant une heure, nous irons sur le terrain, en Syrie ou au Liban. Des voix et des témoignages, nous écouterons Zen et Eva depuis la Syrie, Majd, réfugié en France, Fouad, vétéran de guerre, ou encore Benjamin Barth, correspondant pour le journal Le Monde à Beyrouth. Tous nous raconteront leur quotidien, la débrouille, la lassitude, l'espoir. Une heure ensemble sur Radio Grenouille et Radio Souriali, qui va commencer avec un extrait du web documentaire Journaux intimes de la Révolution en accès libre depuis le site d'Arte. Depuis plus de 2 ans, nous pouvons suivre les révolutions filmées, documentées de 4 Syriens, Majid, Amer, Joudi et Oussama. C'est ce dernier, francophone, que nous allons écouter ici pour commencer ce 5e épisode de Côte à Côte. 2 extraits enregistrés pendant l'été 2012, pendant le Ramadan. Bienvenue. Côte à côte. Shahar. Méditerranée. البحر. أخبار. Syrie. Côte à côte. Bonjour, il est 4 heures du matin. Là, on est le 2e jour du Ramadan. Là, je suis à Paris, tout seul, en train de manger. Ça fait un peu, ça fait un peu triste, parce que habituellement, le Ramadan chez nous, c'est le mois de la famille où tout le monde se rassemble le matin, le soir pour manger. C'est beau à voir quand on sort à 4h30 du matin pour aller à la mosquée, quand les rues sont pleines de gens, où après on se réunissait pour discuter de plein de sujets religieux, physiologie, sociologie, etc. Là, je me suis préparé une petite salade. Ça me fait mal en fait, parce que je sais que même la salade, là, mes amis à Daraya, en Syrie, ne la trouvent pas en fait. Je les ai téléphonés avant-hier, j'ai réussi à les avoir sur Skype. J'étais en train de plaisanter avec quelqu'un, j'avais fait 2 œufs, et je lui ai dit, viens, tu peux venir manger avec moi. Donc ça lui a fait mal en fait, parce que lui, ça fait 2 mois qu'il a rien mangé en fait, ni tomates, ni légumes, ni fruits, ni rien. Il ne mange que de la soupe et du riz. Et il reste plus rien. Il reste que des réserves de riz qu'ils ont trouvées et de la farine. C'est-à-dire que même le pain, c'est vraiment très très... Ils en consomment en très très peu quantité. Ça veut dire qu'on ne prend pas plaisir, parce que à chaque moment il y a toujours quelqu'un qu'on connaît, un proche, un ami, un cousin, un membre de la famille qui est proche, qui est en ce moment-là dans une situation qui peut être vraiment 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 très très difficile. Il peut être soit en train d'être torturé ou vraiment affamé. Donc nos soucis nous poursuivent. Et c'est difficile à oublier parce qu'on est en contact tous les jours, 24 heures sur 24 heures. Bon, j'espère que je n'oublierai jamais aussi, parce que ça, c'est ce qui me donne de la force aussi pour continuer. Bon, là, il faut que je commence à manger parce que la prière du matin, ça va commencer dans 15 minutes. Donc, à plus tard. Merci.
janvier 2013, là, dans un quartier de Alep connu Salah ad-Din. Ici, il y a comme une tente en fait pour le Ramadan où tout le monde, le conseil révolutionnaire de Salah ad-Din invite des gens, la population, des gens pour manger dans le Ramadan. Donc par coïncidence, en fait, aujourd'hui, j'ai trouvé que l'ex-premier ministre de la coalition, il est venu ici leur rendre visite. Donc c'est une ambiance très très familiale, très très comment dire ça, c'est très beau en fait. Ça touche au cœur. C'est-à-dire, je suis venu il y a même pas 2 jours et là, je me retrouve vraiment dans ma famille, plein d'activistes, plein de jeunes qui veulent que la liberté. Et donc là, maintenant, les gens vont manger. Et après, donc, il y aura des chansons, il y aura comme une manifestation qui va être pas très loin en fait des soldats du régime. Et on est là, on est là à peu près à même pas 50 mètres des soldats du régime. الحر يا غالي صقر والله بالعالي ابو عبده ويا غالي صقر حلق بالعالي بدنا نشيلك يا ظالم Souriali. Radio Grenouille. Souriali. La Syrie est à moi. Culture. شرق المتوسط. Côte à côte. Alors, on est en contact avec Fouad Hamdan. Bonjour Fouad. Bonjour. Je vais essayer de te présenter avec quelques mots parce que si je vais tout dire, ça va prendre beaucoup de temps parce que vous avez beaucoup de choses depuis des trentaines d'années, vous avez fait beaucoup de choses, donc je vais résumer un petit peu et après, peut-être au cours de la discussion, on va y arriver. Alors, vous êtes libano-allemand, coach et consultant dans le domaine de la transition démocratique. Vous avez travaillé sur plusieurs projets au Moyen-Orient, comme Greenpeace au Liban, et vous avez lancé récemment le site Naam Hacham, qui met sous lumière les implications de l'Iran dans les conflits dans la région. Alors, et vous avez participé quand vous étiez jeune, et vous êtes toujours jeune, à la guerre civile libanaise. Alors peut-être on va commencer par là, et parce qu'aujourd'hui on parle de la vie qui continue pendant la guerre. Comment, pendant la guerre au Liban, les jeunes ont trouvé des moyens pour continuer leur vie quotidienne? Vous savez, quand la guerre libanaise a éclaté en 1975, j'avais 16 ans. Et j'ai fait partie d'un groupe de militants gauchistes à Beyrouth-Ouest et on a protégé la région un petit peu. J'ai travaillé dans les ambulances, j'ai aidé les gens qui ont été touchés et j'ai en principe fait les mêmes expériences que beaucoup de Syriens maintenant, avec des blessés partout, des bombes, des attaques au mortier la nuit, des snipers, des francs-tireurs qui nous tiraient dessus juste à côté. Mon quartier, Ras el-Naba, était très proche de la ligne verte qui coupait Beyrouth en deux. Et on a vécu en principe les mêmes folies journalières que les Syriens, avec une grande différence. On n'a pas eu des armes chimiques, on n'a pas eu des barils qui nous tombaient dessus. Et c'est seulement qu'à la fin de la guerre civile, vers 1989-90, à la fin que de l'artillerie lourde a été utilisée à Beyrouth par une des fractions. Mais on a eu aussi des Katyusha, des grades et tout ça. Mais pas les grandes horreurs qu'on est en train de voir maintenant en Syrie. En parallèle, on a très bien vécu. On a eu d'une façon, c'est faux à le dire, mais on a eu des années très intenses avec des amis. J'ai fait partie d'un groupe de gens qui avaient des motos, des grandes motos, à Beyrouth-Ouest. Nous n'étions pas beaucoup, peut-être une vingtaine. Et on a essayé de vivre parmi la guerre, en pleine guerre. On a fait des tournées, on a fait des parties, on a pu s'amuser, on était à la plage, on a fait des pique-niques. On s'est fait 3 fois même kidnapper par des milices, on s'est fait tirer dessus, bombarder et tout. Mais on a vécu, on a vécu.
Et vous avez toujours résisté. C'était quoi exactement? Est-ce que vous avez trouvé des solutions pratiques ou techniques de résister? Parce que toi, ce qui est spécial dans ton cas, c'est que toi, tu as pris part à cette guerre. Tu n'étais pas seulement un civil, tu étais aussi combattant. Voilà, j'étais combattant pendant une petite période juste au front, mais pour vous dire la vérité, je ne pouvais pas tuer. Okay? Je n'arrivais pas à pouvoir tuer l'opposant. C'est pour ça, après même pas 10 jours, j'ai donné mon arme et j'étais derrière le front dans une ambulance en train d'aider les gens et être en principe un ambulancier. Jusqu'à juin 1976, quand l'armée syrienne de Hafez al-Assad à ce temps-là a envahi le Liban. Et en principe, nous étions à Beyrouth-Ouest pendant 6 mois. C'était un siège de l'armée syrienne. C'était vraiment terrible, une période vraiment très terrible. Et après, quand tout est fini, j'avais perdu beaucoup d'amis. Et depuis ce jour-là, je suis en principe contre le régime de Bachar al-Assad. À ce temps-là, c'était le père encore, Hafez al-Assad. Et après, bien sûr, quand en 1983, le Hezbollah a été créé au Liban avec l'aide de Hafez al-Assad et par les Iraniens, par le régime iranien. Depuis aussi, j'étais toujours politiquement contre le régime syrien et la présence militaire de Hezbollah au Liban. Et j'ai milité depuis contre. Oui. Alors comment, maintenant là vous êtes en Allemagne et jusqu'au assez récemment vous avez fait des allers-retours au Liban, maintenant vous ne faites plus parce que ça devient un peu dangereux pour vous. Comment vous continuez votre vie après la guerre en Europe? Qu'est-ce qui reste peut-être de cette vie de pendant la guerre, maintenant que vous êtes loin? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui continue avec vous? Regardez, un très grand rêve s'est réalisé pour moi en mars 2011, quand le peuple syrien a commencé sa révolution. Mais cette révolution a été très vite, vraiment négativement influencée par l'intervention iranienne et le Hezbollah en Syrie. Et bien sûr, par la radicalisation et la militarisation de cette révolution. D'un côté, on a maintenant les islamistes, les fous, en principe, de Daesh ou bien ISIL, et de Jabhat al-Nusra, et de l'autre côté, on a les milices de Hezbollah, le régime syrien, en principe tous des assassins et des gens qui devraient être un de ces jours en prison. Okay? Et quand cette révolution en Syrie a débuté, j'ai tout de suite commencé à aider et à soutenir des activistes syriens qui étaient en Syrie, qui voulaient s'échapper de la Syrie, qui se sont échappés de la Syrie. J'ai commencé à entraîner des activistes en Turquie qui étaient en exil. Et aussi, j'ai beaucoup aidé l'opposition politique syrienne, le Etilaf, et des politiciens de l'Etilaf, avec du coaching, de stratégie politique, en communication et tout ça. Environ 50 à 70% de mon temps, je le donne maintenant en principe depuis 2 années pour la révolution syrienne. Et en établissant Naam et Sham, la campagne que vous avez mentionnée il y a quelques minutes, cette campagne-là, c'est en principe mon grand bébé, parce qu'on se concentre sur le rôle de l'Iran en Syrie. Comment il finance le régime de Bachar al-Assad, comment il a ordonné le Hezbollah à rentrer, comment il envoie des milices irakiennes, chiites, afghans chiites, pour combattre pour Bachar al-Assad et pour tenir ce régime encore en vie. Ok. Je vais juste, pour terminer, que ton travail, le côté, ce qui était très important, de travailler avec l'opposition, avec les jeunes qui partent de la Syrie. Est-ce qu'il y a une association, il y a un cadre où ces gens peuvent, pratiquement pour les gens qui nous écoutent, peut-être c'est important de rentrer en contact avec vous, surtout comment vous aidez les structures de la société civile. Oui, ce que nous faisons là, avec cette campagne de Naam et Sham, j'ai pu convaincre quelques amis allemands à financer ce projet-là, qui nous coûte un peu beaucoup par an, parce que j'ai quelques activistes iraniens en exil qui habitent en Europe et syriens qui travaillent avec moi dans ce projet-là. Et nous faisons des recherches sur le rôle iranien en Syrie et on fait des rapports, des communiqués de presse et tout ça. Mais nous sommes tous en principe éparpillés en Europe
On a des contacts, bien sûr, en Syrie, en Iran, au Liban, qui nous envoient beaucoup d'informations, mais nous n'avons plus de maison fixe. Depuis que nous travaillons sur ce projet-là, et depuis que mon nom est connu comme étant derrière ce projet-là, je n'ai plus de maison fixe, pour des raisons de sécurité, c'est très simple. Je ne peux plus aller au Liban depuis novembre dernier, c'est fini. Oui, je comprends tout à fait. Alors Fouad, malheureusement, on va s'arrêter pour là, aujourd'hui, mais sûrement on aura l'occasion de prendre contact avec vous et reparler de tous ces sujets. Je pense que vous avez beaucoup à dire, notamment sur la question iranienne et aussi sur tout ce que vous faites avec la société civile syrienne qui a beaucoup besoin d'aide, des gens comme vous qui ont beaucoup d'expérience. Merci beaucoup Fouad. Merci à vous, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Côte à côte. شهر ميديتراني البحر أخبار سيري Côte à côte. زين وإيفا، أهلا وسهلا فيكم معنا. عم نسمعكم أنتم موجودين بدمشق هلأ. Zéna et Eva, bienvenue avec nous. On va nous entendre de Damas où vous habitez toujours. On parle aujourd'hui de la vie qui continue en période de guerre. Avec tout ce qu'on entend par rapport à la Syrie, comment vous pouvez nous décrire selon vous la continuité de la vie malgré la guerre? Et comment voyez-vous la vie quotidienne? On commence avec toi Zén. نبدأ معك زين. Je trouve que la continuité de la vie pendant la guerre n'est pas une chose surnaturelle. Et on peut voir ça dans tous les pays où il y a eu des guerres. Dès qu'une ville est un peu loin de la guerre, la vie continue normalement parce qu'il n'y a pas de choix. On ne peut pas choisir d'arrêter la vie. Donc la continuité de la vie, c'est tout à fait normal. Si on veut parler de la vie quotidienne, oui, on peut dire qu'il y a beaucoup de choses qui manquent au niveau économique. Des pénuries, les prix ont doublé ou triplé. Au début, les gens avaient peur de sortir, mais avec la guerre qui dure, les gens se sont habitués. Ils sortent maintenant, ils ont plus peur des obus ou des bombardements. C'est devenu normal. Eva, qu'est-ce que tu en penses? En effet, oui. Beaucoup de choses ont changé depuis 2011. Commençons par le plus évident, le transport par exemple. C'est devenu quasi impossible de trouver aisément du transport à cause d'une forte demande et surtout à cause de la hausse des prix des carburants. Je peux attendre longtemps avant de trouver une place dans un bus ou autre. Pareil au niveau économique, tout est devenu plus cher. Et bien sûr aussi la peur dont on parlait à l'instant. Les gens ont peur, ou plutôt ils avaient peur. Maintenant, un obus peut tomber quelque part et 5 minutes plus tard, les gens reviennent comme si de rien n'était. Au début, on avait extrêmement peur et finalement, on s'est adapté. Et malheureusement, dans un endroit où on se trouve, comme Damas, la vie est presque normale. Les gens vivent normalement. D'accord, mais en dehors de cette zone sécurisée, en dehors de Damas, je veux dire les exemples plus proches, Douma et la Ghouta. C'est sûr que c'est différent. Si on veut parler d'Alep, elle est sous siège. J'ai juste donné un exemple. Là-bas, j'entends dire que le prix du kilo de pain atteint 6 000 livres syriennes ou entre 1 000 et 6 000, à peu près 20 €. C'est exorbitant.
Les gens ont du mal à subvenir à leurs besoins. Est-ce que le fait de savoir que la vie est plus dure pour les Syriens en dehors de Damas affecte votre vie à Damas? Je peux te donner un exemple d'aujourd'hui. Aujourd'hui, en rentrant du boulot, j'ai vu de la fumée au loin et instinctivement, j'ai dit à mes collègues, on dirait l'Irak là où il y a la fumée. C'est quelque chose... Je parle sans aucune ironie, mais vraiment, c'est très laid. Cette situation d'être dans ce pays, d'être là, tu vois la fumée, à la fois tu t'adaptes et à la fois tu ne te crois pas que tu es en train de vivre cette situation. On vit une sorte de schizophrénie. Une dernière question à Zen. Toi, en tant que journaliste à l'intérieur de Damas, tu essayes de faire des reportages et bien évidemment tu travailles avec une fausse identité. Quels sont les effets de tout ça sur ton travail de journaliste? Avant de sentir son effet sur mon métier, je suis un jeune homme et du fait le problème du service militaire se pose, donc je ne peux pas bouger librement. Au début, j'avais peur de se déplacer en voiture parce que les voitures s'arrêtent au checkpoint, alors je marchais. Mais maintenant, il y a des checkpoints même pour les piétons. Alors il y a toujours cette peur. S'ajoute à cela les difficultés de mon boulot et ce que tu as dit, que je travaille avec une fausse identité. Mon boulot demande que j'interviewe des gens, donc j'ai toujours cette peur. Qui je peux interviewer? Comment le faire discrètement? Comment faire parvenir mon boulot à l'extérieur? Tout ça affecte ma productivité. Parfois, j'ai du mal à trouver des gens pour les interviewer. Tu ne peux pas parler avec n'importe qui, parce que tu ne peux pas faire confiance à n'importe qui dans la rue. Parce que je ne peux pas dévoiler ma vraie identité. C'est la difficulté la plus grande pour moi à Damas en tant que journaliste. هذول اللي حوالينا شوف بدك دار يا زلمه هات اختك دار يا سيدي انا يوم عن يوم عم بزداد احباط يعني انه فعلا هي الامور عم تستاء اليوم يعني خلاص ما في مجال. Pour nos auditeurs marseillais, je rappelle que Amnesty International, la Croix-Rouge de Marseille et le cinéma Les Variétés vous donnent rendez-vous le lundi 13 avril 2015 à partir de 18h30 pour une soirée autour du film documentaire Les Chebabs de Yarmouk en présence du réalisateur Axel Salvatori Sins à partir de 18h30 avec la projection du documentaire et un concert avec le duo Catherine Vincent et Mohamed Al-Arachi qu'on avait reçu dans une précédente émission de Côte à Côte. Alors on parle beaucoup du camp de Yarmouk en ce moment car il a été assiégé par l'État islamique et ce documentaire nous vous le conseillons vraiment sur Radio Grenouille et Radio Souriali et on en parlera sans doute le mois prochain. Les Chebabs de Yarmouk lundi soir au cinéma Les Variétés en présence du réalisateur. Alors nous sommes au téléphone avec Benjamin Barth est le correspondant du journal Le Monde à Beyrouth depuis 2011, mais ça fait plusieurs années, plus d'une dizaine d'années que Benjamin Barth travaille dans le Moyen-Orient. Il a d'ailleurs reçu le prix Albert Londres en 2008 pour ses reportages sur la bande de Gaza. Benjamin Barth, vous avez signé un article terrifiant dans le journal du Monde daté du samedi 14 mars. On rentre dans la 5e année de la révolution syrienne. Personne ne voit vraiment la fin. Et dans cet article daté du 14, vous commencez cet article en écrivant, je vous cite, « Il n'y a pas que les rebelles qui perdent du terrain en Syrie, les Nations Unies aussi. 4 ans après le début du soulèvement anti-Assad, prélude
prélude d'une guerre civile qui a fait près de 220 000 morts, la crise humanitaire dans ce pays échappe de plus en plus aux agences de l'ONU chargées d'y répondre. Selon les décomptes de l'organisation internationale, entre 2013 et 2014, le nombre de Syriens ayant bénéficié de convois d'aide onusiens dans les zones les plus gravement touchées est passé de 2,9 millions à 1,2 million, soit un effondrement de 63%. Pourquoi, Benjamin Barth, il y a ce souci de l'humanitaire? Vous titrez l'article « Comment Assad instrumentalise l'aide de l'ONU aux Syriens ». Écoutez, cet article était d'enrichir un peu le diagnostic du désastre humanitaire qui a été dressé depuis malheureusement déjà plusieurs années. On sait que la situation est extrêmement dramatique, tragique pour des millions de réfugiés, 3,8 millions de réfugiés syriens dans les pays frontaliers de la Syrie, mais également tragique pour des millions également de Syriens qui sont déplacés en interne à des frontières même de la Syrie, ou même tout simplement pour la population syrienne prise dans les combats, une population qui se trouve soit dans les zones sous contrôle rebelle, soit dans les zones sous contrôle des forces gouvernementales. On estime qu'actuellement 18 millions de Syriens résident dans les frontières de la Syrie. Il était 21 millions avant le déclenchement de la révolution. Sur ces 18 millions, les services de l'ONU estiment que 12 millions sont dans une situation de besoin, c'est-à-dire avec un besoin urgent d'assistance humanitaire. Et l'ONU estime que ces Syriens sont répartis à grosso modo d'une 50% côté syrien, côté rebelle, et 50% côté gouvernemental. Donc des convois humanitaires que les agences de l'ONU essaient de faire partir ne partent finalement jamais. Notamment, je raconte dans le papier, sur la base d'un rapport qui a été présenté au Conseil de sécurité de l'ONU, qu'au mois de janvier, les agences de l'ONU ont essayé de faire partir 6 convois à destination de zones actuellement assiégées par l'armée syrienne, et que sur ces 6 convois, 4 demandes de l'ONU n'ont obtenu aucune réponse des autorités syriennes, donc n'ont pas pu partir. Un convoi a été retenu à la dernière minute parce qu'un papier, un document écrit n'était pas parvenu finalement dans les mains des organisateurs de ce convoi. Et puis un dernier convoi, donc un sur 6, a pu partir, mais délesté de tout le matériel médical qui était destiné aux Syriens. C'est une pratique assez classique des autorités syriennes. Avant chaque départ de convoi, une fouille est menée par les services de sécurité syriens. Et généralement, le matériel médical, notamment tout ce qui est chirurgicaux, sont enlevés des convois. Une de mes sources m'a raconté même qu'à une époque, les services de sécurité syriens enlevaient les couches pour bébés sous l'argument suivant, à savoir qu'elles peuvent servir de bandage pour les rebelles syriens. Les autorités syriennes manipulent l'aide et notamment empêchent sa délivrance dans une dizaine de zones qui sont des zones assiégées qui abritent plus de 200 000 Syriens. Et c'est ainsi que le gouvernement syrien peut continuer à les assiéger et à les affamer. Il y a toute une technique des gouvernements syriens, des autorités syriennes, qui consiste à assiéger, à affamer, à mettre à genoux ces zones pour les forcer ensuite à signer des accords de cessez-le-feu, de trêve, qui permet à l'armée syrienne de pacifier, entre guillemets, ces zones-là et de déplacer les forces qui étaient occupées à ce siège vers d'autres fronts plus urgents. Donc justement, les reportages, ça doit quand même être une bonne partie de votre quotidien, hein. Je le disais, ça fait plus de 10 ans que vous travaillez dans la région. Comment appréhendez-vous un peu chaque sujet? Quelle relation vous avez avec chaque sujet au quotidien? J'imagine que ça va être compliqué pour des raisons pratiques,
techniques, les coupures d'électricité, les conditions climatiques. Encore récemment en Liban, une amie me parlait qu'il avait plu énormément et que c'était très compliqué d'accéder dans ces zones-là où pas mal de réfugiés stationnaient. Comment vous appréhendez ça en tant que journaliste, vraiment? Ça demande un peu de préparation en amont, effectivement, parce que les réfugiés sont pour certains situés dans des zones contiguës à la frontière syro-libanaise, dans des zones où l'armée n'est pas toujours disposée à faire rentrer des journalistes. Donc il faut négocier parfois des permis avec l'armée libanaise. La difficulté, c'est la lassitude des réfugiés qui ont vu passer beaucoup de journalistes, beaucoup également de personnel humanitaire, et qui n'ont vu leur situation s'améliorer dans le meilleur des cas que marginalement. Donc il y a une lassitude, il y a voire même une circonspection, une méfiance par rapport aux journalistes. À une époque, beaucoup de journaux de réfugiés avaient à cœur de témoigner, de raconter leur situation. Aujourd'hui, c'est que ça ne sert plus à grand-chose. Ils ont vu que la lassitude se double également d'un tel dénuement économique que désormais on est confronté, enfin moi journaliste, c'est quelque chose auquel j'avais assez peu rencontré, même dans la bande de Gaza, dans les territoires occupés palestiniens, la situation est souvent aussi dramatique. Mais en Palestine, dans la bande de Gaza, les gens qui je parlais, même dans des situations extrêmement compliquées, garder une dignité qui est assez classique dans ce monde arabe, même dans des situations très compliquées, on cherche à se présenter, on cherche à faire bonne figure et on garde un amour propre et une dignité vis-à-vis de l'invité qu'on cherche à bien traiter, etc. Là, désormais, dans les camps de réfugiés, les Syriens n'ont plus aucun scrupule à demander aux personnes, aux étrangers qui arrivent, à leur demander de l'argent. C'est simple, c'est très prosaïque, mais je trouve très très révélateur de leur état d'esprit et du désespoir absolu qui les anime. On est confronté à des gens qui de manière très directe, agacés parfois, vous demandent de l'argent. Et c'est évidemment assez compliqué de gérer ça. Donc moi, j'ai pris parti d'arriver désormais, lorsque je vais dans ces zones où s'entassent les réfugiés syriens, j'ai pris parti d'arriver toujours avec non pas de l'argent, parce que c'est vrai que dans le métier, ça se fait pas, c'est un peu compliqué, mais d'arriver avec quelque chose pour les enfants, d'arriver avec un peu de nourriture, avec certes, je viens récolter leurs paroles, je viens les écouter, mais voilà, on va pas se payer de mots. Je sais bien que mon article ne changera rien à leur situation. Donc voilà, j'essaie marginalement de contribuer un tout petit peu et momentanément, très momentanément, à une amélioration de leur quotidien. Voilà, ça fait un peu partie d'un donnant de base et d'une approche un peu humaine de leur situation. Comment malgré tout la vie peut continuer de façon normale? Comment l'information peut continuer de façon normale après tout ça? Vous parlez de lassitude, est-ce que la lassitude elle peut s'installer également chez le journaliste? C'est une question juste. Oui, il y a inévitablement. Alors, il y a une attitude qui est celle du média en général. Et ça, c'est un processus qui est d'un classicisme absolu. Autant en 2011-2012, les médias tenaient un décompte extrêmement précis, pointilleux de l'état du conflit syrien. Aujourd'hui,
Aujourd'hui, c'est relégué dans les brèves, c'est traité, mais de manière, on va en traiter un sur 3 ou 4 ou 5. C'est malheureusement une des lois du métier, pour le meilleur et pour le pire. Enfin, c'est le meilleur et pour le pire, il n'y a pas vraiment de meilleur, mais bon, je suis pas sur le terrain syrien actuellement, donc c'est moins éprouvant évidemment d'être confronté au dénouement des réfugiés que d'être en face à face avec les barils de TNT qui tombent sur la partie d'Alep qui est tenue par les rebelles. Mais c'est vrai que ça a effectivement une incidence sur notre morale, oui, c'est évident. Mais revenir de ces camps, c'est jamais simple de faire la transition entre ces zones qui sont à 40 km de Beyrouth, qui pendant l'hiver étaient recouvertes de neige, où les gamins ne vont plus à l'école depuis des mois, voire des années, et où les femmes, c'est assez étonnant notamment de voir ces femmes qui souvent, c'est la population réfugiée extrêmement féminine. Les maris, les hommes, soit sont restés combattre pour certains, soit ont été arrêtés pour d'autres, soit sont tout simplement été tués. Tous les matins, qui se demandent comment elles vont nourrir leur famille, comment elles vont... enfin voilà, il y a beaucoup d'images comme ça qui nous restent en tête quand on vient, et voilà, c'est pas évident, ouais, de faire comment dire la jonction, le mélange entre ces deux univers, parce que pour l'instant la situation à Beyrouth, la situation en tout cas pour un journaliste expatrié, elle reste confortable. La ville de Beyrouth est une ville qui pour l'instant il n'y a pas de violence. On a eu par le passé il y a eu des attentats, mais actuellement la situation est relativement sous contrôle. Donc on est vraiment confronté à deux ambiances, deux univers diamétralement opposés, et pourtant on peut passer de l'un à l'autre en quelques minutes de voiture. Voilà, c'est très compliqué, c'est pas facile. Ça me rappelle un peu toute proportion gardée, mais enfin bon, c'est relativement assez proche le sentiment que je peux avoir lorsque je passais de la bande de Gaza à Israël. À l'époque, j'habitais à Jérusalem, j'habitais à Ramallah, et ensuite c'était toujours très étrange de passer d'un monde comme ça extrêmement violent à un monde en apparence en tout cas et semblable, je parle pour ce qui est Israël, semblable à la vie qu'on peut avoir en Occident. Voilà. Ça, c'est le propre des zones de guerre. Il y a, même dans les zones de guerre, il y a toujours cohabitation entre des zones de guerre proprement dites, où là, les bombes tombent de rue, et puis des zones à côté où le front n'est pas immédiatement là, et la vie continue. D'accord, merci beaucoup Benjamin Barthes pour votre témoignage. Je rappelle que vous êtes le correspondant à Beyrouth pour le journal Le Monde, et également l'auteur de Ramallah Dream, voyage au cœur du mirage palestinien, paru en 2011 aux éditions La Découverte. Vous étiez avec nous depuis Beyrouth. Merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes pour répondre aux questions de Radio Grenouille. Au revoir. Au revoir. On continue cet épisode de Côte à Côte, la vie continue, avec une interview de Majd, une interview réalisée par Georges de Radio Souriali. Majd aujourd'hui vit en France, est réfugié depuis quelques mois. Au cours de cette interview, il va nous expliquer comment ça se passait à Douma quand la ville était assiégée par les forces du régime. On l'écoute, c'est Côte à Côte pour Radio Grenouille et Radio Souriali. Alors Majd, je sais que tu viens de Douma, alors je vais te laisser nous en parler. Ça a commencé avec le premier sit-in le 25 mars 2011. Ça a duré du matin jusqu'à minuit.
puis on était délogé par la force après plusieurs tentatives du régime de faire partir les gens en achetant les leaders du sit-in avec l'argent en leur proposant des postes. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à voir réellement la barbarie du régime et on a éprouvé ce que les gens de Daraa avaient éprouvé avant nous. Aussitôt, une tradition s'est installée. Le vendredi, on manifeste. Le samedi, on enterre les martyrs. Parfois, il y avait des martyrs qui tombaient le jour de l'enterrement d'un autre martyr. Les gens mouraient en traversant d'un secteur à un autre pour aller chercher du pain. C'est même pas des manifestants. La violence exercée était terrible. Qu'est-ce que vous faisiez dans une zone assiégée à Douma pour que la vie continue? Qu'est-ce qui vous a donné la force ou la bouffée d'oxygène nécessaire? Qu'est-ce qui vous a donné l'espoir? À ce moment-là, on a commencé à travailler avec les enfants qui ont été privés de leur droit à la sécurité, de pouvoir aller à l'école, de jouer. Surtout après que le régime visait les écoles. Les questions des écoles est devenue très sensible. Plusieurs massacres ont eu lieu dans les écoles bombardées par le régime. On était obligé de faire des écoles alternatives en utilisant des méthodes d'apprentissage à travers le jeu, de manière de lui donner une sorte de sécurité psychologique et en même temps de lui donner les connaissances basiques pour rattraper les périodes d'absence, pour qu'on ne se trouve pas plus tard avec des personnes complètement analphabètes, incapables de faire quoi que ce soit. Les aider aussi à se débarrasser de ces problèmes quotidiens qui se répètent dont c'est lui qui paye le prix. 450 000 habitants, sans aucun moyen de vivre, sans électricité, sans eau depuis la libération de Douma en septembre 2012. Le régime a obligé les employés du Croissant Rouge syriens de quitter Douma après la libération. Quand le contrôle de Douma a passé aux mains des rebelles, le régime a fermé tous les locaux du Croissant Rouge. C'est à ce moment-là qu'on a commencé de travailler avec les enfants pour combler les manques. C'est eux qui nous donnaient l'espoir. Peut-être que cela fait partie des plus belles choses qui ont émergé avec la Révolution. Lorsque des personnes se rencontraient avec eux-mêmes, avant même de rencontrer l'autre, ils réalisaient qu'ils pouvaient faire quelque chose et qu'ils avaient de la valeur en tant qu'individus. Bien sûr, et surtout qu'il y avait tellement de besoins qu'on était obligé de faire plusieurs choses. Moi, par exemple, j'étais étudiant en droit, je me suis trouvé à donner des cours, à faire de photojournalisme, et beaucoup d'autres faisaient des choses qui n'ont rien à voir avec leurs compétences. La nécessité nous a obligés à acquérir d'autres compétences. Beaucoup qui ne connaissaient rien sur la médecine, maintenant ils font des interventions chirurgicales. Vu l'extrémicité, des personnes commencent à apprendre la médecine pour répondre aux besoins croissants de la chirurgie neurologique, des ECG. Tout cela dans la manque des moyens même basiques comme l'eau, l'électricité et bien sûr les personnels qualifiés. Ces manques-là ont permis à beaucoup de gens de s'investir pour aider les autres, au moins pour se sentir utiles et se rendre compte de leur propre valeur. Majd, j'aimerais te poser une question. Comment les gens s'adaptaient avec cette situation sans eau, sans électricité, sans rien du tout ? Comme beaucoup de gens ont travaillé dans d'autres domaines que les leurs à cause des nécessités. La nécessité aussi, comme on dit, est mère de l'invention. Les gens ont commencé à utiliser des sources d'énergie alternatives. Ils ont produit le gaz méthane à partir des déchets organiques. C'est le même gaz qu'on trouve dans les bonbonnes de gaz normal. Avec ce gaz, on peut faire marcher des groupes électrogènes ou pour chauffer ou cuisiner. D'autres ont utilisé l'énergie du vent ou de l'eau. Je peux te parler de notre expérience. On a pu récupérer des panneaux solaires pour produire de l'électricité et on conservait l'électricité dans des batteries de voitures pour qu'après on l'utilise pour avoir de la lumière dans les salles de cours ou faire marcher les jeux d'enfants. Un industriel de textile qui ne pouvait plus faire marcher son usine car il n'y avait plus d'électricité. Alors avec les déjections des vaches, il produisait le méthane pour faire marcher quelques machines et produire le gaz médical pour les blessures dont on avait extrêmement besoin.
Et les produits laitiers des vaches étaient distribués gratuitement aux écoles et on arrivait à suffire les besoins des enfants. Cette usine produisait déjà le gaz. Non, c'était une usine de textile. Mais vu les besoins médicaux, il a alors concentré sa production sur le gaz. Et en même temps, ça profite à tout le monde. Il y a un cycle de production. Oui, il y a un cycle de projet. Le projet se nourrissait de lui-même. Oui, il y a les vaches qui produisent le lait, le fromage à partir de leur déjection. On produit le gaz méthane qui fait marcher les machines pour produire le gaz médical. Et même plus que la déjection des vaches, on fertilise la terre et on produit les céréales pour nourrir les vaches. Ça fait qu'on préserve les bétails, on répond à des besoins médicaux et à une grande partie des besoins alimentaires des enfants avec le lait et tous les produits laitiers. Pareil pour chauffer. On utilise le bois de chauffage qui se trouve dans la région. Aussi, les choix alimentaires ont changé. On mange que les produits de la saison. Finalement, la vie doit continuer. Même pour les motos, après la pénurie de l'essence, on a commencé à utiliser du solvant pour ongles. Ou même avec l'alcool médical, avec n'importe quel liquide qui peut brûler. Il y a juste une question qui se pose maintenant. Pourquoi tu es parti ? Mes parents ont vécu le siège pendant 9 mois. On a payé beaucoup pour les faire sortir. Mon père a 75 ans. Ma mère est diabétique. Ils avaient besoin de quelqu'un auprès d'eux. Côte à côte. Côte à côte. Comme tous les mois, Radio Souriali propose pour Côte à Côte une recette, ou plutôt ce mois-ci, des recettes. C'est l'heure de Fatouche, la chronique culinaire de Côte à Côte. Fatouche. Alors, je veux pas me dire l'histoire de la Fatouche. Viens voir. Qu'est-ce qu'il y a ? Regarde cette page Facebook. Il me semble que c'est une page syrienne, mais je comprends rien là. Ah, cette page s'appelle Aklat al-Hisar. Ça veut dire les recettes culinaires de villes assiégées. Ah, c'est pour ça qu'il y a des photos de recettes très basiques. Mais c'est quoi l'histoire de cette page ? En fait, c'est une page faite par un groupe des jeunes. Plusieurs parmi eux sont dans les villes assiégées. Et le but, que je trouve intelligent, c'est de sensibiliser le monde entier aux conditions de vie dans les villes et zones sinistrées et assiégées. Waouh, mais quelle volonté! Et cela permet aussi de partager leur expérience avec d'autres personnes dans d'autres quartiers assiégés, j'imagine. C'est tellement intéressant. Ils essayent de faire des recettes très basiques. Regarde ici, ils font du pain à partir de lentilles, des pâtes à partir de feuilles d'arbre, des desserts gastronomiques avec des dattes et blé cassé. Impressionnant. Mais ça fait combien de temps qu'ils font ça? Il y en a des villes qui ont été assiégées plus de 2 ans maintenant. Un de mes amis m'a dit que son fils connaissait les mortiers, mais pas les bananes. Oh là là, c'est triste. Oui, c'est triste. Mais tu sais quoi ? Je suis content qu'il trouve toujours des moyens pour survivre et faire plaisir. Ça me donne l'espoir. Ouais, moi aussi. J'espère que ça va bientôt finir tout ça. Tu sais quoi ? Tout ça m'a donné une idée pour une recette aujourd'hui. Allez, suis-moi en cuisine. Allez, alors on fait quoi? C'est quoi ton idée? Je fais un burger falafel. Ah, c'est malin. En plus, tu veux un de nos recettes. Oui, mais aujourd'hui les boulettes de falafel ne feront pas l'objet de chamailleries sur qui a inventé le falafel. Au contraire, ce sera un gage de solidarité avec les gens assiégés. Et tu sais comment le faire?
Bah oui, j'ai des autres amis de ta région, tu sais. Je connais la recette et je vais l'adapter pour la situation. Vas-y alors, montre-moi ta recette merveilleuse de beignets. Tout d'abord, il faut la base, des pois chiches ou bien des fèves. S'ils sont secs, il faut les tremper dans l'eau 24 heures en avance. Ah bravo, je vois que t'es bien dans le mode d'adaptation. Mais oui, et regarde-moi ça. Normalement, pour les épices, il faut utiliser du cumin, coriandre vert et sec, sel, poivre, oignon et de l'ail. Mais en fait, tu peux mettre ce que tu as. Et comme d'hab, on mixe tout et on forme des boulettes. Ou bien des disques, si on veut faire un burger. Tu vois, j'ai que du pain burger chez moi ce soir. Et alors, si tu n'as pas d'huile ou tu n'aimes pas la friture, tu peux le cuire dans le four ou sur un feu normal. Et bah voilà, et on sert avec les légumes qu'on a. Et n'oublie pas la sauce yaourt et crème de sésame ou tahini si on a. Voilà, une recette solidaire. C'est une recette végétarienne en plus. Oui, mais c'est meilleur que le tofu. Ça, c'est pas dur. Alors, tu veux pas me dire l'histoire de la fête de chérie? Tous les mois, Colline de Oustassa Paris nous propose sa sélection des meilleurs événements autour du Moyen-Orient qui se déroulent ici en France, à Paris, à Marseille et ailleurs. On l'écoute, l'agenda culturel de Oustassa Paris. L'agenda. Bonjour à toutes et à tous. Pour cette 5e chronique, je voudrais vous parler d'un événement important dans la vie des étudiants arabisants parisiens, la Semaine arabe de l'École normale supérieure. Difficile tout d'abord de parler de la Semaine arabe sans mentionner Huda Ayoub, sa fondatrice. Huda Ayoub, c'est une traductrice insatiable qui jongle entre ses deux langues de cœur, le français et l'arabe, pour faire découvrir aux uns et aux autres les trésors de la littérature des deux rives de la Méditerranée, des 1001 nuits aux contes de la rue Broca. Huda Ayoub, c'est aussi et surtout une sacrée professeure d'arabe qui, après une carrière de professeur de français à Beyrouth, est venue révolutionner l'enseignement de sa langue natale dans les grands établissements universitaires parisiens. Depuis plus de 30 ans, elle transmet à des générations d'élèves sa passion pour cette langue si riche et si vivante en se nourrissant à son tour de l'enthousiasme et de la fraîcheur de ces derniers. Et comme si les voyages et les ateliers de traduction qu'elle organisait ne suffisaient pas, Huda Ayoub a créé avec ses étudiants la première semaine arabe de l'École normale supérieure afin de partager avec un plus grand public la diversité et le dynamisme de la culture et de la pensée arabe. Au fil des années, ce sont ainsi Mahmoud Darwish ou encore Edouard Saïd qui y sont intervenus, allant jusqu'à créer des embouteillages dans les rues avoisinantes de l'école. L'édition 2015, qui se déroule du 10 au 17 avril, propose une série de concerts, conférences et projections sur le thème fiction et réalité. L'entrée est gratuite et ouverte à tous. À Paris et en Seine-Saint-Denis également, le panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient continue jusqu'au 19 avril. Retrouvez la très riche programmation de ce festival sur le site de Oustassa à Paris. Les amoureux de la comédienne algérienne Biyoudin et de la romancière française Françoise Sagan seront ravis d'apprendre que la première lira des textes de la seconde du 18 avril au 10 mai au théâtre du Gymnase. Enfin, l'exposition Magie, anges et démons dans la tradition juive revient sur les superstitions et rites juifs qui ont marqué la culture des pays arabes et se sont mélangés au fil des siècles aux traditions chrétiennes et musulmanes. C'est au musée d'art et d'histoire du judaïsme jusqu'au 28 juin. À Marseille, le Chalat de Tunis débarque sur les écrans du cinéma variété. Documoqueur signé de la réalisatrice tunisienne Kawthar Ben Hania, le Chalat revient sur un sinistre fait divers. En 2003, dans les rues de Tunis, un homme en manteau balafrait les fesses des femmes en toute impunité. Toujours au cinéma variété, une soirée est organisée autour du film Les Chebabs de Yarmouk avec projection, conférences, débats et concerts lundi 13 avril, à ne rater sous aucun prétexte. En attendant la chronique du mois prochain, retrouvez toute l'actualité culturelle arabe à Paris et bientôt à Marseille sur le site oustazapori.com. À bientôt. L'agenda. Merci à toutes et tous d'avoir suivi ce 5e épisode de Côte à Côte, une coproduction Radio Grenouille et Radio Souriali. C'était un épisode sous-titré « La vie
continue, un épisode à retrouver en podcast sur le site de Radio Grenouille, radiogrenouille.com, et également sur le site de Radio Souriali. On vous remercie toutes et tous. Une émission préparée par Riyad Kallas, Georges Daboul, Simon Morin, réalisée par Sébastien Gély. Pour nos auditeurs marseillais, je rappelle que Amnesty International, la Croix-Rouge de Marseille et le cinéma Les Variétés vous donnent rendez-vous le lundi 13 avril 2015 à partir de 18h30 pour une soirée autour du film documentaire Les Chebabs de Yarmouk en présence du réalisateur Axel Salvatori Sins à partir de 18h30 avec la projection du documentaire et un concert avec le duo Catherine Vincent et Mohamed Al-Arachi qu'on avait reçu dans une précédente émission de Côte à Côte. Alors on parle beaucoup du camp de Yarmouk en ce moment car il a été assiégé par l'État islamique et ce documentaire nous vous le conseillons vraiment sur Radio Grenouille et Radio Souriali et on en parlera sans doute le mois prochain. Les Chebabs de Yarmouk lundi soir au cinéma Les Variétés en présence du réalisateur. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de Côte à Côte. Mais mon vrai métier c'est la nuit, que je l'exerce en travesti. Je suis artiste, j'ai un numéro très spécial qui finit en nu intégral. Après striptease, et dans la salle je vois que les mâles n'en croient pas leurs yeux. Je suis un homo comme ils disent. Radio Souriali. Radio Grenouille. كوت à côte إنه شط إنه شطين Côte à côte أو على شطنا culture أو بحرنا Côte à côte. On va finir par se comprendre. Côte à côte. Souriali.